Bonjour et bienvenue dans le webinaire du particulier. Mon nom est Marianne et je suis juriste généraliste. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces endroits insoupçonnés que l'on peut mettre en location. Que vous soyez propriétaire d'une maison ou d'un lot de copropriété, il s'agira d'étudier les solutions qui vous permettront de tirer profit de vos propriétés d'un point de vue légal et fiscal. Nous allons commencer par ces biens que vous pouvez mettre en location dans votre résidence et nous terminerons par ceux que vous pouvez mettre en location touristique. Le bien que vous allez mettre en location doit tout d'abord répondre aux conditions de décence de logement, et notamment respecter les surfaces de plancher et hauteur minimum prévues par les lois Carrez et Boutin. En effet, celle-ci prévoit que la hauteur sous plafond ne peut être inférieure à 2,20 m et la surface habitable ne peut être inférieure à 9 m². Tout d'abord, voyons ces locations que vous pouvez réaliser au sein de votre résidence et leur régime d'imposition. Les combles, au sens du Conseil d'État, est cet espace compris sous la charpente, sous les versants du toit, comportant une pente de 50%, sans plafond, et dont les planchers situés au-dessous de l'égout du toit en sont séparés par une hauteur d'1,70 m. Avant de mettre en location des combles, si elles ne sont pas destinées à du simple stockage, il faudra parfois les rendre habitables, ce qui nécessitera peut-être la réalisation de travaux d'aménagement. Pour cela, il vous faudra, selon le type de travaux, réaliser une autorisation d'urbanisme. Ainsi, il vous faudra obtenir une déclaration préalable pour les travaux qui créent entre 5 m² à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Parfois, cette surface est étendue à 40 m² dans certaines communes. Il vous faudra donc se référer au plan local d'urbanisme de la ville. Il vous faudra également une déclaration préalable pour la création de fenêtres de toit. A l'inverse, il vous faudra obtenir un permis de construire pour tous les travaux créant une surface de plancher ou d'emprise au sol supérieure à 20 m². Pour les travaux qui créent une surface de plancher ou d'emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines couvertes par un plan local d'urbanisme ou si les travaux portent sur un immeuble inscrit comme monument historique ou secteur sauvegardé. Une fois aménagé, pour mettre en location vos combles, il faudra respecter une superficie minimum de 9 m² et d'un volume supérieur ou égal à 20 m3. Le logement doit être équipé d'un système d'évacuation des eaux usées. Si les combles sont dans un logement en copropriété, il faudra vérifier dans le règlement de copropriété si les combles sont dans des parties privatives ou communes. Si les combles sont dans une partie privative, il faudra obtenir l'autorisation par vote en assemblée générale. Le vote se fait à la majorité de l'article 26 pour rendre ces combles aménageables. Si les combles sont dans des parties communes, il faudra procéder à un vote en assemblée générale pour organiser leur rachat et le changement de copropriétaire des combles. La location des combles sera soumise à la loi du 6 juillet 1989 si le logement constitue la résidence principale du locataire. Il faudra alors indiquer dans le bail, vide ou meublé, la surface habitable, annexer certains documents obligatoires comme le diagnostic de performance énergétique, l'état de l'installation du gaz. Mais également réaliser un état des lieux d'entrée, renseigner les modalités de résiliation et de préavis du bail, le lieu et la destination de l'immeuble. La jurisprudence considère qu'un logement dont la surface habitable est inférieure à 9 m² n'est pas décent et ne peut donc pas être proposé à la location, selon la loi Boutin. De même, une pièce avec une hauteur inférieure à 1,80 m n'est pas considérée comme habitable au sens de la loi Carrez. L'aménagement des combles pour les rendre habitables constitue ainsi des travaux qui vont ajouter une surface de plancher et ainsi modifiera la base de la taxe foncière si le logement est une partie de votre habitation. Les combles peuvent aussi être loués comme espace de stockage et ainsi elles ne nécessiteront pas la réalisation de travaux d'aménagement, sauf si le lieu est trop humide et risque d'endommager les éléments stockés. Le régime de location sera alors celui des articles 1709 et suivants du Code civil, qu'on nomme classiquement le bail civil. Il est possible que chez vous, vous ayez un accès à un sous-sol et que vous vous demandiez comment en tirer profit. Le souplex est la contraction de sous-sol et de duplex, habitation en duplex inversé, inspiré du modèle londonien. C'est un logement comprenant un niveau en rez-de-chaussée et un autre en sous-sol, pouvant faire l'objet d'une location, à la différence du sous-sol, qui, par principe, ne peut être mis en location pour un usage d'habitation, car considéré comme insalubre, au sens de l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique.
Avant de le louer, il faudra, comme pour les combles, réaliser certains travaux d'aménagement pour le rendre habitable. Il faudra demander les autorisations administratives nécessaires. Ainsi, pour les travaux concernant une surface comprise entre 5 et 20 mètres carrés, une déclaration préalable sera nécessaire. Pour les surfaces supérieures à 20 mètres carrés, il faudra un permis de construire. En bref, si vous souhaitez aménager votre sous-sol en souplex pour l'habiter ou le louer, vous devez faire requalifier la surface en mairie, qui s'assurera des conditions sanitaires de l'habitation après travaux. Il doit également vérifier que le plan de prévention des risques d'inondation n'interdit pas une habitation souterraine. Avant tout travaux, il faut donc contacter sa mairie afin de vérifier si cela est possible, sachant que certaines communes interdisent tout type de travaux sur des surfaces en sous-sol. Concernant le régime de cette location, s'il s'agit d'une résidence principale du locataire, alors le bail sera régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il est à préciser que l'article 6 de cette loi dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à un usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonné. Tout comme pour les combles, en tant que bailleur, vous devez, pour répondre aux règles de décence et de salubrité, il faut savoir qu'un local destiné à l'habitation doit comporter une ouverture donnant à l'air libre, avoir accès à la lumière du jour, être doté d'une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 m, sur une surface minimum de 9 mètres carrés. Il doit être conçu de telle sorte qu'il puisse permettre la ventilation du logement, être dépourvu d'équipements propres de chauffage et ne pas constituer une cour ouverte. Mais les règles encadrant les questions de salubrité, d'humidité, d'assainissement et de hauteur sous plafond sont variables selon les mairies. Vous devez respecter l'article L 1331-22 du Code de la santé publique qui précise que les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à la disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet ou le maire peut vous mettre en demeure, si vous avez mis des locaux impropres à disposition, de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toute mesure nécessaire pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. Ainsi, le souplex pourra être loué seulement s'il remplit toutes les conditions légales de salubrité, s'il comporte une fenêtre d'aération, au minimum 9 mètres carrés, et une hauteur de plafond d'au moins 1,80 m. La solution du stockage, à l'inverse, si la cave est louée pour du stockage, alors le contrat suit le régime de la location libre, article 1709 du Code civil. Pour cet usage, il faudra veiller à ce que le règlement de copropriété ne prohibe pas cette location à raison d'une clause d'habitation bourgeoise exclusive qui y serait insérée. En présence de cette clause, les activités commerciales, artisanales et industrielles sont prohibées au sein de l'immeuble. Toutefois, si la clause est relative, alors seule une activité libérale sera envisageable. Les revenus issus de la location d'un logement nu sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Vous serez soumis au régime microfoncier si les loyers hors charges locatives sont inférieurs à 15 000 € par an. Il faudra reporter le montant des loyers bruts dans la case 4 BE de la déclaration de revenus numéro 2042. Un abattement de 30 % est appliqué par l'administration. Vous serez soumis au régime réel si les loyers annuels hors charges locatives dépassent 15 000 € ou sur option s'ils sont inférieurs à ce montant. Cette option se fait sur la déclaration de revenus numéro 2044. S'agissant d'une location meublée, il faudra déclarer les revenus dans la catégorie des BIC. Vous êtes considéré comme loueur non professionnel si les recettes sont inférieures à 23 000 € annuels ou que leur montant est inférieur à tous les autres revenus d'activité du foyer. La mise en location d'une chambre dans votre résidence principale consiste à louer une partie de votre habitation, généralement une chambre, parfois accompagnée des parties privatives, telles qu'une salle de bain ou un balcon,
à un locataire, qu'il soit étudiant, salarié ou ait un autre statut. Cependant, à la différence d'une location classique, le propriétaire continue à habiter dans les lieux et partage son logement avec un ou plusieurs locataires ayant chacun leur espace privé. Il peut s'agir d'une chambre dont vous n'avez pas l'usage et dont vous souhaitez tirer profit. Le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 fixe les conditions d'un logement décent. Ainsi, la chambre devra obligatoirement disposer d'une surface minimum de 9 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond d'au moins 2 mètres carrés 20 ou avec un volume d'au moins 20 mètres cubes. Pour pouvoir proposer cette location, il faudra vérifier que le règlement de copropriété ne comprenne pas de clause d'habitation bourgeoise, car celle-ci interdit ces locations. La Cour de cassation ayant caractérisé cette activité comme commerciale dans une décision qu'elle a rendue le 27 février 2020. Le régime d'imposition pour la chambre en location est similaire à celui des combles, avec une différence s'agissant de la durée du bail. La location à longue durée, en effet, pour la location de longue durée, il y a la même distinction, selon si la location est nue ou meublée. Ainsi, pour la location nue, les revenus fonciers sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Pour la location meublée, les revenus fonciers sont soumis au BIC, imposés comme tels au titre de l'impôt sur le revenu. Toutefois, vous serez exonéré d'impôt si le loyer ne dépasse pas un certain plafond. Le plafond est en 2022 de 192 € par mètre carré et par an pour un logement situé en Île-de-France. Exemple, pour un studio de 17 mètres carrés, le montant du loyer mensuel ne devra pas dépasser 272 €, soit un montant annuel de 3 264 €. Le plafond est en 2022 de 142 € par mètre carré et par an pour un logement dans les autres régions. Il y a également un abattement forfaitaire de 50% pour les charges et frais liés à cette location meublée, tant que ne dépasse pas 32 100 € par an. Concernant la location courte durée pour le tourisme, le bien ne pourra pas être mis en location plus de 120 jours par an, s'il s'agit d'un logement entier, ou de 365 jours si la location ne concerne qu'une chambre. La location sera imposée comme générant les revenus d'une micro-entreprise avec le statut de loueur en meublé non professionnel, tant qu'elle ne génère pas plus de 32 600 € par an de revenus. Ainsi, pour mettre son logement sur Airbnb, il faudra veiller à ce que le règlement de copropriété ne contienne pas de clause bourgeoise prohibant cet usage, comme l'a rappelé la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 2020. Il est possible de louer un garage seul ou comme accessoire d'un logement et suivre ainsi respectivement le régime de la location libre de l'article 1709 du Code civil ou de la loi du 6 juillet 1989. Les revenus de cette location sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il est possible de choisir entre le régime réel ou le régime micro-foncier. Il est également possible de le louer comme lieu d'habitation en transformant ainsi son usage. Pour le rendre habitable et puisque ces modifications vont permettre d'ajouter une surface de plancher, il faudra réaliser une déclaration préalable si la surface ajoutée est inférieure à 20 mètres carrés et un permis de construire si elle est supérieure et que le bien est dans une zone non soumise au plan local d'urbanisme ou des 40 mètres carrés pour les zones non soumises au plan local d'urbanisme. Tout comme les combles ou le souplex, la déclaration en mairie est nécessaire. De plus, pour que le logement corresponde aux caractéristiques d'un logement sain, il faudra sûrement modifier la façade et ajouter des fenêtres pour la luminosité, une bonne ventilation du logement, ce qui nécessitera de faire une déclaration préalable. En cas de construction non déclarée, il y a un risque de sanction pouvant aller de 1 200 € à 6 000 € par mètre carré construit, au sens du Code de l'urbanisme. Si vous possédez un bateau dont vous n'avez pas l'usage à l'année, vous pouvez le louer à quai, pour de courtes périodes, à des touristes. Ces derniers étant friands de logements dits insolites. On sera donc dans un contrat de droit civil, soumis aux dispositions des articles 1709 et suivants du Code civil. La location d'un bateau étant une location touristique, elle est imposable dans la partie des bénéfices industriels et commerciaux si l'activité est régulière. À défaut, si elle est occasionnelle, elle sera imposable dans la partie des bénéfices non commerciaux. Les revenus tirés de la location d'un bateau sont imposables. Dans la catégorie des revenus fonciers, lorsque le bateau est utilisé en un point fixe et aménagé pour l'habitation, le commerce ou l'industrie. Dans la catégorie des BIC, pour les autres embarcations.
La location de jardin à des campeurs est aussi une option. Pour cela, il faudra recueillir l'autorisation de la mairie, ne pas louer plus de 90 jours à l'année et ne pas accepter plus de 6 tentes à la fois, ni plus de 20 campeurs à la fois. Vous pouvez aussi accepter les campeurs avec leur caravane. Pour ce faire, si la durée de location est inférieure à 3 mois, aucune demande préalable n'est nécessaire. Toutefois, au-delà de ce délai, une déclaration préalable est nécessaire. Sur le formulaire CERFA, 13 404. Ces locations seront soumises aux dispositions des articles 1709 et suivants du Code civil. La fiscalité de leurs revenus sera celle de l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers. Si vous possédez un terrain, vous pouvez également envisager sa location à des touristes en l'agrémentant d'un mobil-home, d'une tiny house, d'une yourte ou tout autre logement insolite. Il y aura alors certaines formalités à respecter. Toutefois, si vous décidez de louer ces logements sur un des lieux mentionnés par le Code de l'urbanisme à l'article R 444-3, il n'y aura aucune formalité préalable pour les habitations légères de loisirs, d'une surface inférieure à 35 m². Cela concerne les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances. Pour les installations qui ne sont pas réalisées sur ces terrains, elles seront soumises aux dispositions communes du droit des constructions. Ainsi, en dehors des 4 emplacements prévus par l'article R 111-32, les habitations légères de loisirs sont soumises à la procédure de déclaration préalable si leur surface hors d'œuvre brute est comprise entre 2 m² et 20 m², et à la procédure de permis de construire si leur surface est supérieure à 20 m². Les locations des revenus d'habitation légère meublées à caractère d'immeuble, donc les bungalows, chalets ancrés au sol, relèvent du régime des locations meublées pour l'impôt sur le revenu. Les revenus des locations d'habitation mobiles, les mobil-homes et les chalets posés au sol, mais peu facilement déplaçables, sont soumis à l'impôt sur le revenu. Les locations d'habitation mobiles facilement déplaçables, comme les caravanes, relèvent du régime général des activités commerciales de location. Le non-respect des critères de sanité du logement est sanctionnable. L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'en cas de non-conformité du logement, le locataire peut demander au propriétaire de le mettre en conformité ou il peut saisir le juge. Ce dernier pourra soit contraindre le propriétaire à réaliser des travaux, imposer une réduction du prix du loyer et même le versement de dommages et intérêts. Les locations touristiques doivent également être déclarées en mairie, conformément à la loi Elan, sous peine de recevoir une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 €. La non-déclaration des revenus fonciers est également sanctionnable au titre de la fraude fiscale. En cas de non-déclaration des revenus fonciers et que l'administration fiscale s'en aperçoit, l'impôt sera majoré de 40% en cas d'oubli volontaire, de 80% en cas d'abus de droit ou de manœuvre frauduleuse. Des intérêts de retard peuvent aussi être réclamés et s'élèveront à 0,20% par mois de retard, soit 2,4% sur une année. En cas de fraude, l'administration fiscale peut également engager des poursuites pénales, pouvant alors prévoir une sanction, pouvant aller jusqu'à 500 000 € d'amende et 5 ans de prison. Ce webinaire est à présent terminé et pour finir, je terminerai par cette citation d'Edward Coke, juriste anglais du XVIIe siècle. La maison d'un homme est son château, je vous dirais plutôt son trésor, un trésor qu'il peut faire grandir et agrandir au travers de la location, mais en respectant les règles sous peine de destruction.